Bien, chers amis, je voudrais d'abord remercier Jean-Pierre ainsi que son ami et mon ami Michel de Gégère qui ont organisé ce salon magnifique qui est une vraie joie pour les visiteurs, mais aussi une plus grande joie encore pour les auteurs. J'avais gardé un très très bon souvenir, Charette, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, et je m'étais dit, là, quoi qu'il arrive, je viens. Et puis voilà, c'est toujours aussi merveilleux, il y a beaucoup de monde et les gens sont chaleureux et ils sont délicats. On dirait qu'ils sont bien élevés. Et donc voilà. Alors, à chaque fois que je suis venu ici, je me souviens très bien, je me disais, bon, c'est la dernière fois, c'est mon dernier livre. Parce que c'est pas mon métier, je suis pas historien, je suis pas écrivain, je suis pas romancier, etc. Et puis finalement, j'en ai fait un autre. Voilà. Mais alors l'année dernière, vraiment, je me disais, cette fois-ci, c'est fini, la série est finie, la trilogie, Charette, l'esprit de résistance, Saint-Louis, l'esprit de tempérance, Jeanne d'Arc, l'esprit de sacrifice. Ok, on passe à autre chose. Il y a le Puy du Fou qui m'attend, les scénarii de Puy du Fou international, etc., etc. Et puis, finalement, je me suis dit, je vais peut-être écrire un livre quand même sur des choses que j'ai vues qui ne doivent pas se perdre. Et puis voilà, le livre, le moment est venu de dire ce que j'ai vu, a connu le succès. Et connaît un succès qui ne se dément pas. Alors, je suis content d'être venu le signer pour vous cet après-midi à la Renaissance catholique. Je vous dis tout de suite, pressez-vous de le lire, parce qu'il y aura peut-être une suite. Parce que le moment est venu de dire ce que j'ai vu, puis la suite, ça pourrait être le moment est venu de les déférer pour haute trahison. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est à eux que je m'adresse, en quelques mots, parce qu'il faut tenir compte de la vie du salon. Voilà, ce n'est pas un livre de règlement de compte. La presse a cru ça, en disant il y a des portraits au vitriol. Les portraits, non, ils ne sont pas au vitriol. Ils sont sympathiques, tendres parfois, inégaux. On ne traite pas François Fillon de la même manière que Solzhenitsyn, c'est normal, il y a quand même... mais c'est pas le but, c'est pas les portraits, c'est une analyse. Ce n'est pas le livre d'un voyeur, du gars qui lâche sa poche d'amertume depuis la coulisse. C'est un livre d'alerte et d'alarme. Un livre qui dit « Attention, la France est peut-être en train de mourir, submergée de l'extérieur, effondrée de l'intérieur. Attention, ceux-là même qui avaient pour mission, pour haute mission, de préserver les trésors de la France, les ont bradés. » Mais ce n'est pas non plus un livre de désespoir. C'est au contraire un livre sur l'espérance française, une mise en perspective, un vade-mecum de sortie vers la lumière. Et je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce que celui qui me l'a vraiment demandé, j'en fais la confidence ce soir seulement, c'est Vladimir Poutine. Il se trouve que mon fils aîné, Guillaume de Villiers, ici présent, m'a fait rencontrer Vladimir Poutine, dont il est un ami proche.
Nous sommes devenus des amis avec Vladimir Poutine. C'est normal, deux diables ensemble. Et Poutine m'a parlé de Solzhenitsyn, puisqu'il savait que Solzhenitsyn était un ami personnel. Solzhenitsyn était venu en 1993 pour inaugurer le mémorial des Luxe sur Boulogne à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de la Vendée. Et il était venu chez moi, passer 5 jours ensemble, puis après je suis allé le voir une fois, 2 fois, 3 fois à Moscou, et il m'a fait des confidences dont je vais vous parler dans un instant. Et donc, Poutine me dit, en fait, le monde libre n'est pas ce que vous croyez. Le monde libre était à l'ouest, avec l'OTAN et l'Amérique, quand il y avait le mur de Berlin, et le monde soumis, c'était nous, la Russie soviétique et l'Europe orientale, soumis au bolchevisme, au soviétisme. Mais maintenant, c'est l'inverse. Le monde libre, c'est nous. Nous ne sommes pas soumis, sinon à l'autorité de Dieu. Nous sommes une chrétienté charnelle, nous ne sommes redevenus, alors que vous, vous êtes le monde soumis, vous, l'Europe occidentale, vous êtes soumis à l'OTAN, qui n'a plus aucune raison d'être. Et vous êtes soumis à la marchandisation du monde, à l'américanisation du monde. Par exemple, vous avez les Femen, pas moi. Et il me dit, vous devriez écrire un samizdat comme notre ami commun Solzhenitsyn le préconisait de son temps. Et je me suis dit, je vais écrire un samizdat. Qu'est-ce qu'un samizdat? C'est une analyse critique du totalitarisme que les refusniks portaient sur eux sous la pèlerine et qui pouvait les conduire au goulag. En fait, c'est quelques mois avant sa mort que nous nous sommes retrouvés avec Alexandre Solzhenitsyn sur une plaine immémoriale à Tambov, là où les paysans koulaks, qu'on a appelés les Vendéens de Russie, se sont révoltés contre les soviets en 1921. Là où les commissaires politiques de l'Union soviétique ont donné l'ordre de nettoyer les forêts de Tambov à l'arme chimique. C'est sur cette plaine, avec une terre anthracite et des horizons à n'en plus finir, que nous marchions, tous les deux. Et soudain, il bute sur une petite souche bourgeonnante. Et il me dit, vous voyez, Philippe, c'est la Russie. Il y a des petites pousses. Elles reviennent. La Russie va revivre. Mais vous, l'Europe, vous allez souffrir. Parce que vous êtes dans une éclipse de l'intelligence. Le gouffre est profond. Votre système occidental va vers son épuisement final, son épuisement spirituel. Humanisme rationaliste, juridisme sans âme, la fin de la vie intérieure. Je le regarde désespéré, tout à coup son œil s'allume et il me regarde et dit, en embrassant l'horizon, « Mais un jour, le gouffre s'ouvrira à la lumière, chez vous comme chez nous. Des petites lucioles en sortiront, qui seront portées par des mains hésitantes, fragiles, des dissidents. Alors,
Philippe, je vous le dis, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. Et c'est cette phrase, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest, qui m'a conduit à faire ce livre. Depuis que j'ai quitté la vie politique, il y a 6 bonnes années, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Français qui, après notamment la Grande Marche dans Paris, où 2 millions de Français sont descendus gratuitement pour la famille, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui disaient « on voudrait comprendre comment on en est arrivé là, comment on a battu les poutres maîtresses. Est-ce qu'il y a un espoir et où est-il » Ce sont des jeunes lucides, courageux, amoureux de la France et qui pratiquent le patriotisme en cachette, vu que souvent ils sont catholiques et que donc ils se soumettent à l'autorité des évêques qui confondent l'universalisme et la fraternité cosmique. Alors je me suis dit, pour qu'ils échappent aux mauvaises influences, il faut le livre d'un homme politique qui a vécu la vraie vie et qui sait ce que sont les patries charnelles. Et donc j'ai écrit ce livre. Pourquoi je l'ai écrit cet été? Parce que je suis un chien d'avalanche. Je n'ai pas de formation particulière, ni philosophique, ni littéraire, mais je suis un chien d'avalanche, c'est pour ça que j'ai fait de la politique. Un vrai politique, un chien d'avalanche, qui aurait voulu être un chien truffier. Mais c'est... Comme disait Chirac, les merdes volent en escadrille. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire un chien d'avalanche? Ça veut dire que par anticipation, on sent les choses, l'instinct. On suit son instinct. Et en fait, j'ai écrit dans ce livre, dès l'introduction, nous allons connaître une guerre que nous ne voulons pas nommer, et la classe politique va connaître le chaos. Il y a une mauvaise nouvelle et une bonne. Et en fait, la guerre, on l'a, et le chaos, il va venir. Dans peu de temps. Pourquoi ce moment? Pourquoi le moment est venu? Pas simplement pour que vous me disiez merci pour ce moment, mais aussi parce que nous sommes à un moment où tout s'aggrave et tout se dénoue. Ce qui était de mon temps, il y a 6 ans, absolument inaudible, est devenu assourdissant. Quand j'ai écrit Les Mosquées de Roissy avec mon fils Guillaume et les services secrets français, qui en désespoir de cause, m'ont donné des documents que j'ai publiés, montrant qu'il y avait des mosquées sous le tarmac à Roissy, etc., des tapis de prière dans les casiers, etc. Tout le monde s'est moqué de moi. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Sarkozy, a dit bon. On n'est pas là pour dire du mal, hein. Mais quand même. Et voilà. Et quant à la presse, je me souviens de El Kabbach sur Europe 1 qui dit « Monsieur de Villiers, j'ai une seule question à vous poser. Comment pouvez-vous croire qu'on va vous croire ?» Boum, terminé. Alors je suis rentré chez moi. Et puis tout à coup, il y a des perquisitions à Roissy et les mecs, ils trouvent des tapis de prière. Et là, je suis invité par France Info. Et là, c'est on n'est pas loin de Versailles, c'est le Monsieur de Villiers. Vous aviez tout prévu, dites-nous. Il y avait un gars de la CGT qui disait « Monsieur de Villiers, incroyable, c'est la France, c'est la vie, il faut être humble, voilà. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. »
Voilà, aujourd'hui, donc on peut tout dire et tout est accepté. Jusqu'à un point qui me fait penser que le périmètre sanitaire est en train de se défaire, de se détendre. Et la preuve, quand j'ai écrit mon livre, j'ai donné le manuscrit à Albin Michel, mon éditeur, et Albin Michel l'a donné à son avocat, qui est un grand avocat, Maître Bigot, qui est vraiment l'avocat de l'édition, du monde de l'édition. L'avocat, il a renvoyé le manuscrit, et là, j'étais convoqué par le PDG d'Albin Michel, qui m'a dit « Philippe, c'est pas possible, il y a un procès par page. » Alors, je dis « Non, je touche à rien, sinon on le publie pas. » On l'a publié, et alors, il y a des trucs qui sont gratinés quand même, les marchés de Karachi, tout, puis ils sont tous cités, les gars. Il n'y a pas... Édouard Balladur, il n'y a pas Balladur, l'homme politique, Balladur, le chanteur. Il n'y en a qu'un. Vous voyez, donc il n'y a pas à se tromper, quoi. Hein, bon, eh bien, figurez-vous, vous savez combien j'ai eu de procès? Bon, vous savez combien j'ai eu de procès? 0. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ça va peut-être venir hein, à la suite de ce que je vais vous dire maintenant. Voilà. Et donc, en fait, j'étais pas un vrai homme politique. Peut-être certains d'entre vous le savent, puisque je suis entré par effraction. Je suis entré par effraction parce que les hommes politiques, vous savez, ils sont conseillers apparatchiks, hein, avec étiquette, républicains, UDI, Modem, enfin bon, PS, tout ça. À 20 ans, etc. Et puis après, ils font tout le cursus. Et moi, en fait, j'ai fait le Puy du Fou. Enfin, j'avais l'idée de faire le Puy du Fou. Mon père a dit fais d'abord des études, parce que sinon, on est dans un pays de diplôme et de gérontocratie, donc t'as aucune chance. T'es jeune et t'as pas de diplôme. J'ai dit quel genre de diplôme? Il dit un truc qui impressionne les gens, c'est l'ENA. Alors, va pour l'ENA. Et en fait, moi, le marché, c'était, d'accord, je fais l'ENA, mais tu me laisses faire mon hymne. Mon hymne, c'était l'hymne pour réparer l'injustice faite aux Vendéens. Les 300 000 Vendéens qui n'ont pas eu de sépulture, vous voyez. Pas de sépulture officielle. Donc moi, je dis, je vais leur faire une sépulture officielle. Vous voyez. Mon père était lorrain, ma mère catalane, et donc moi, j'étais un beurre par le droit du sol. Mais amoureux de la Vendée, et donc je dis, je vais faire mon hymne. Donc j'entre à l'ENA, et là, je comprends tout de suite le laminoir sémantique, quoi. Vous le sentez, quoi. Vous sentez que déjà, c'est formaté, quoi. On vous apprend la cité sans frontières ni racines. On vous dit, vous allez devenir des ingénieurs sociaux. À genoux, les hommes, debout, les ingénieurs sociaux, comme à Saint-Cyr. Bon. Les ingénieurs sociaux, c'est-à-dire, un ingénieur social, c'est quelqu'un qui a pour mission de substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. Vous voyez, voilà. Et ça donne ce que vous connaissez. Ils se ressemblent tous, ils ont 30 mots, etc. Et je disais à Versailles, il n'y a pas très longtemps, c'est pas très gentil, mais c'est quand même profondément vrai. Si vous voulez, vous les regardez, la morphopsychologie. Vous prenez Juppé, Fabius, vous voyez, ben, vous avez 2 poulets de batterie hors sol, là. Et 2 crânes d'œufs. Ils ont été démoulés le même jour. Il y a juste le code barre qui a changé, gauche-droite. Et alors, et voilà. Et donc, en fait, j'en ai réchappé, parce que moi, pendant que on me faisait faire de l'informatique, etc., à mon âge, bon, donc je faisais le Puy du Fou, voilà. Et quand j'ai fait le Puy du Fou, en fait, Chirac, qui cherchait un ministre de la Culture en 86, m'a appelé en disant « Je cherche un gars à droite qui serait culturel. » Enfin, il a failli dire cultivé. Et j'avais un ministre qui s'appelait Léotard. Un jour, d'Ormesson, que j'avais invité à déjeuner, Jean d'Ormesson, qui est un bavard et impénitent, qui a rapporté cette conversation, qui était faite pour rester discrète. Il me dit « Qu'est-ce que vous pensez de Léotard,
le ministre moi, j'étais secrétaire d'État, et lui était ministre. Bon. Je lui dis, pas grand-chose, bon. Il me dit, mais il est cultivé? Il dit, je sais pas, oui, enfin, oui. L'autre jour, je lui ai prêté un livre, il me l'a pas encore rendu. Il me dit, et pourquoi? Il m'a dit, j'ai pas fini de le colorier. Et donc, non, mais la nouvelle génération, et encore, non, mais c'était très très haut niveau par rapport à Fleur Pellerin. Parce que lui, il colorie, elle lit même pas. Ouais. Bref, et bon, puis après, ben voilà, la Vendée m'a appelé à cause de l'hymne. On veut quelqu'un qui a fait un acte d'amour, donc qui aime la Vendée, etc., etc. Et puis je suis parti avec le dégoût, parce que j'ai croisé le mensonge, et à force de croiser le mensonge, vous voyez, le mensonge vrai d'Aragon, c'est le mensonge sincère, quoi. Je sais pas comment vous décrire ça. Ils sont sincères, faut pas trop les critiquer, vous voyez, dans le mensonge. Et donc, à force de croiser le mensonge, vous vous sentez contaminé. Vous êtes comme, une sorte de mensonge ambulant par omission. Ouais. Voilà. Le mensonge et la trahison. La trahison qui, en politique, est le prolongement naturel de l'amitié. C'est-à-dire que vous prenez un jeune bras droit, sémillant, et puis paf, il vous dégomme, quoi. C'est normal. Un jour, Guichard me dit, un tel, tu vois, il est pas mal, mais il ira pas loin. Je dis pourquoi? Il s'est pas tué. Donc voilà. Bon. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre. Et en fait, je vais pas vous faire le livre maintenant. Simplement, ce que je vous donne, c'est le filigrane. J'ai mis du temps à comprendre, en fait, ce qui s'était passé. Le filigrane, c'est quoi? C'est le mondialisme. C'est quoi le mondialisme? C'est le contraire du souverainisme. C'est quoi le souverainisme? Le souverainisme, c'est l'idée qu'il n'y a plus de politique quand il n'y a plus de souveraineté. Quand il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus que le protocole compassionnel. C'est-à-dire on choisit entre des visiteurs de crash, le ludion électronique ou le sourire, le scooter. Bon. Et c'est celui qui pleure le mieux qui est réélu. Oui. Ils sont au premier rang du crash, autocar, avion, etc. Enfin, impensable il y a encore 50 ans. Le protocole compassionnel, c'est quand on n'agit plus sur les causes, on agit sur les effets. C'est Saint-Augustin ou Saint-Aubin, un des deux, qui a dit la politique est la plus haute forme de la charité. Ce qu'il voulait dire, c'est l'art des causes. Oui. Et quand je vois aujourd'hui tous les mouvements chrétiens, humanitaires, on envoie les jeunes au bout du monde pour faire de l'humanitaire, etc. Mais mais le problème, il faut traiter les causes. Les causes, c'est le mondialisme, un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres. C'est l'art des causes. Il n'y a pas, c'est la plus haute forme de la charité, la politique. Moi, je suis pas en train de vous dire, j'ai quitté la politique, il n'y a que la culture. Pas du tout, la politique. Tout passe par la politique. Mais la vraie, vous voyez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu, moi, en 50 ans, depuis mes études à Sciences Po, j'ai vu comment les hommes politiques qui ressentaient sans doute la charge comme trop lourde pour leurs frêles épaules, ont dispersé le pouvoir qui était leur en tant que représentants du peuple français et en fait l'ont liquidé. Et quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. La potestas est à Bruxelles, un peu à Bruxelles, un peu à Berlin, un peu à Francfort, beaucoup à Washington. Et puis, l'autoritas, c'est un peu chez Ruquier et un peu à Canal+, quoi. Et donc, il faut faire du showbiz, voilà. Et vous avez deux sortes de femmes d'hommes politiques, celles qui chantent et celles qui font chanter. Vous choisissez entre les deux présidents successifs. Et donc, en fait, le souverainisme, c'est la souveraineté, c'est-à-dire la supériorité d'un pouvoir légitime sur les pouvoirs de fait
À l'extérieur, les empires et les hégémonies, à l'intérieur, les féodalités. Et on voit bien à quoi on est arrivé aujourd'hui. On a perdu notre souveraineté. Je raconte tout le combat de Maastricht. On a perdu aussi notre identité, une grande partie de notre identité. Solzhenitsyn me disait, vous voyez, les Polonais et les Hongrois, ils ont perdu leur souveraineté, la souveraineté limitée de Brejnev, mais ils ont gardé leur identité. Donc quand le mur de Berlin est tombé, quand le rideau de fer est tombé, grâce à leur identité, ayant recouvré leur souveraineté, ils avaient gardé leur âme. Nous, avec les BHL, Alain Minc, Attali et tous les autres, qui pratiquent pour nous, pas pour eux, la honte de soi, la haine de soi, c'est-à-dire la honte de nos ancêtres et la haine de la France, car comme le dit très bien Michel de Gégère, la haine de soi, en fait, c'est pas la haine de nous, c'est la haine d'avant. C'est vraiment injuste. On a le droit d'avoir la haine pour soi, après tout, bon, mais pas pour ceux qui nous ont précédés. Ils ne méritent pas. C'est une profonde injustice. On ne peut battre sa coupe que sur sa propre poitrine. Voilà. Et donc, on a perdu notre identité, on a perdu notre souveraineté, et nous sommes dans une situation qui est évidemment gravissime, qui explique les attentats, puisque depuis 50 ans, maintenant, depuis l'ère giscardienne et maastrichtienne, Giscard étant le fils spirituel de Cohn-Bendit, le libéral libertaire, le bobo, nos limites, nos frontières, eh bien, depuis 50 ans, la classe politique vit sur 3 idées. Premièrement, un espace sans frontières, c'est-à-dire qu'on a expliqué aux Français, moins il y aura de frontières, plus il y aura de sécurité. Ça, c'est fort. Grâce à Schengen. Deuxièmement, une société multiculturelle. Plus il y aura de sociétés multiculturelles, plus il y aura, comme disent les évêques, de vivre ensemble. L'accueil de l'autre. On l'a eu, l'accueil de l'autre, là, la semaine dernière. Hein, l'autre qui se glisse parmi les migrants, hein, puisqu'il fallait que toutes les paroisses accueillent des migrants. Je ne sais pas si vous en avez accueilli. Il n'y a qu'au Vatican qu'ils n'en ont pas accueilli. Une seule paroisse, alors que l'appartement du pape est vide. Là, il y avait de la place. Eh bien, voilà, on est beau, on a accueilli les migrants, et puis maintenant, ben, on a des terroristes. Oui. Et moi, quand j'avais dit ça, à l'époque, les gens étaient choqués en disant quand même l'accueil de l'autre. Mais non, mais c'est pas ça l'accueil de l'autre. Il y a le racinement aussi. Vous croyez que c'est intelligent de déraciner les derniers chrétiens d'Orient, là ? Et de faire la transhumance, la déportation de peuples entiers, parmi lesquels se glissent des terroristes. C'est absurde. Donc la société multiculturelle, elle est morte avec les attentats. La France, elle est uniculturelle. La France, c'est une vieille terre chrétienne, de civilisation chrétienne, point final. Voilà. Et troisièmement, le laïcisme droit de l'homiste. À la Barouin, le président des maires de France, 3 jours après les attentats, attendez, laissez-lui sa chance. C'est l'affaire d'1 minute. 3 jours après les attentats, il a publié le rapport de l'Association des maires de France. Vous imaginez l'autorité du document. Et il a expliqué sur RTL la chose suivante. Il a dit il faut interdire les crèches de Noël sur l'espace public. Bien. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour extirper le terrorisme islamique, il faut d'abord éradiquer le christianisme en France. Mais ce sont des irresponsables et je n'hésite pas à vous dire, parce qu'il y a une caméra, la responsabilité de tous ces gens-là, elle est criminelle. Et le laïcisme droit de l'homiste, il conduit au vide. Les laïcards font le vide et les islamistes le remplissent. Parce que depuis des années et des années, on n'a plus le droit
de dire qu'il y a eu des résistants en 40. Des Français qui, dans leur tête, étaient des résistants. C'est un scandale de dire que c'était des crypto-nazis, des racistes. C'est un scandale. Et tout le monde se tait. Puis après, en Indochine, on a dit c'est des terroristes, les pauvres petits gars de Dien Bien Phu. Il y a eu un communiqué de Fabius quand le Viet Minh est mort, mais pas quand Diap est mort, mais quand Bijard est mort et Benoît de Saint-Marc, il n'y a eu aucun communiqué. Aucun communiqué. Et puis en Algérie, on a dit c'est des tortionnaires. Voilà. Mais ça va plus loin que ça. La France est interdite d'elle-même. La partie la plus glorieuse de la France, celle qui nous fait rêver, celle qui fait l'heure du Puy du Fou, l'heure, le contraire du malheur. C'est toute la France chevaleresque, cette France-là, elle est interdite aux petits Français. Alors, il n'y a pas de réponse à la quête d'absolu. Quand on interdit aux jeunes Français d'avoir accès à nos larmes, à nos drames, à nos grandeurs, à nos fiertés, ils vont chercher ailleurs d'autres larmes, d'autres drames, d'autres gloires et d'autres fiertés. C'est ce qui se passe en ce moment. Et j'arrive au terme de ce propos en vous disant, quand vous allez lire mon livre, vous allez passer des moments difficiles. Non, je vous le dis parce que c'est même traumatisant. Et en même temps, c'est traumatisant parce que vous allez vous dire, c'est pas possible, ça paraît vrai, ce qu'il dit. Voilà. Et moi, j'ai été un homme politique, je ne suis plus, ma parole est libre, elle ne peut pas être suspectée, je ne fais pas ça avec... j'ai aucune intention d'y revenir, voilà, malgré tous les appels de ceux qui voudraient que je refasse mes 3%. Et donc, en plus, je suis bien là où je suis, au Puy du Fou, c'est merveilleux. En plus, c'est des lauriers tous les jours. Pour un gars qui a été une serpillière toute sa vie, c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Mais, donc c'est un livre qui est traumatisant, et puis tout à coup, à la fin, la phrase de Solzhenitsyn, et le gouffre va s'ouvrir à la lumière. De quoi s'agit-il? Quand j'ai écrit ce livre, je ne savais pas que les attentats allaient tout accélérer. Mais ce que j'ai écrit au mois de juillet dernier est encore plus vrai aujourd'hui. Écoutez-moi bien, le mur de Maastricht va tomber. Le mur de Maastricht, c'est le mur du mensonge. Le mensonge d'une Europe post-nationale, le mensonge de la fusion des nations, le mensonge des élites post-morales et post-nationales, ce mensonge qui était un rêve est devenu un cauchemar pour les peuples. La prospérité, la sécurité, la puissance. On est devenu un protectorat américain et il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la puissance et il n'y a pas la prospérité. Donc le mensonge s'est abîmé dans le cœur des peuples. Le mur de Maastricht va tomber. C'est une question de semaines, c'est une question de mois. Il ne faut pas être grand clair pour le comprendre. Alors tout va changer. On va pouvoir refranciser nos rêves. On va pouvoir faire un renversement d'alliance, sortir de l'OTAN et construire la grande Europe de demain, de l'Atlantique à Vladivostok, l'Europe avec la Russie, l'Europe des chrétientés charnelles qui nous ouvrira sur la puissance de l'avenir qui est la Chine et l'Inde. Et c'est là que Vladimir Poutine m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à écrire votre avenir sur le continent américain. C'est une puissance déclinante. Moi, je pourrais faire l'interface. L'interprète interface. Moi, j'avais compris interface, oui. La Russie, là où elle est fait l'interface. L'interface entre l'Europe et la Chine. Donc demain, on fera la grande Europe. Et puis, on va se réaffilier. On va se réinstituer. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, moi, j'ai vu pendant 30 ans, petit à petit, se dessiner
la formidable conjonction, écoutez-moi bien, c'est le propos essentiel de mon livre, qui peut-être va vous choquer, certains d'entre vous, qui croient au libéralisme économique. Parce que le CNPF, le MEDEF, qui croient à l'immigration, à la délocalisation à domicile, croient au libéralisme économique. J'ai vu s'organiser la conjonction entre ceux qui, par intérêt, voulaient un marché planétaire de masse depuis les années 70. C'est les firmes nationales, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Apple qui soutiennent le mariage homosexuel, le LGBT, parce que double income, no kid, double revenu, pas d'enfants, ils consomment plus. Ce n'est pas une position morale chez eux, c'est une position économique, d'efficacité économique. Il faut transformer les citoyens en consommateurs compulsifs, la marchandisation du monde, y compris du vivant, de la terre, mais d'abord du vivant. Nous assistons impuissants et lâches à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Hommage au professeur Jérôme Lejeune qui m'avait dit ça avant de mourir. Donc ceux qui par intérêt veulent abattre les nations, les frontières, les souverainetés, les États, pour faire un marché planétaire de masse, le traité transatlantique, et ceux qui, dans le même temps, veulent fabriquer, par idéologie, pas par intérêt, par idéologie, veulent fabriquer un homme nomade, désaffilié, désinstitué, sans sexe ni patrie, un homme déraciné. C'est cette rencontre Giscard-Cohn-Bendit. On tue la nation, on tue l'État, et la théorie du genre, etc., c'est le libéral libertaire, c'est le bobo. Voilà où nous en sommes. Et donc on ne peut pas, d'un côté, être contre le libéralisme économique et être pour le libéralisme sociétal. Ça n'est pas possible. Ce sont les deux faces siamoises du même libéralisme. Eh bien, on va pouvoir, quand Maastricht va tomber, Maastricht est une idéologie mondialiste, on va pouvoir retrouver les mots, les étymologies, nation. Aujourd'hui, on dit on est tous frères. Hein, ils vont tous dans les mosquées, ils disent on est tous frères. Bon, on est frères de quoi? Sous quoi? Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Puisqu'on a voulu éliminer le pater familias du Code civil, le bon père de famille, et puis le matriarcat, parce qu'il empêche de consommer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la liberté, l'égalité et la fraternité sans père, sans mère? Mais nation, ça veut dire naître, ça renvoie à la maternité. Patrie, ça veut dire père, ça renvoie à la paternité. Donc on va retrouver les patries charnelles. On va avoir le droit à nouveau de les prononcer. Et puis, il va se passer la chose que tout le monde attend. Les dissidents vont sortir dehors. Ils vont sortir de la catacombe. Qu'est-ce qu'un dissident? C'est d'abord un franchisseur de ligne rouge, quelqu'un qui n'a pas peur de prononcer les mots qui vous conduisent en prison. Il faut oser les prononcer, oser dire que l'avortement est un crime, par exemple, et oser s'élever contre le mariage homosexuel. Et deuxièmement, un remonteur de murs, les murs porteurs de la France, les murs porteurs. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, il faut remonter les murs porteurs. C'est quoi les murs porteurs? Le caractère sacré de la vie, l'affiliation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde. Mes chers amis, je termine en vous disant ceci. J'avais tout à l'heure une conversation avec un professeur de philosophie, Jacques Desaubrettières, qui fête son anniversaire il y a 3 jours, et qui me disait à cette occasion, la phrase prononcée par Jean-Pierre Maugendre, la France est en dormition, mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle vibre encore. La dormition n'est pas la mort. Nous allons souffrir. Mais il y aura des dissidents. Ils sont là, déjà, parmi nous. Et depuis le 13 novembre, la jeunesse française se réveille. Elle sort de ses somnolences et de ses crédulités. Elle échappe à ses maîtres, qui sont des faux maîtres, les maîtres médiatiques. Et elle se met sous l'ombrelle du vrai maître, l'événement, le fait. Plus têtu, plus fort que n'importe quel faux maître. Alors la jeunesse française, elle va se lever, les petites lucioles à la main.
Pas besoin d'être majoritaire. Lénine avait très bien dit ça. Il me faut 1000 hommes. Il y aura 1000 hommes. Et la reconquête, peut-être la reconquista, commencera. Nous allons souffrir, mais n'oublions pas le petit clin d'œil sémantique de la Providence qui a mis à notre disposition un mot ambivalent, souffrance, France. Dans le mot souffrance, il y a encore le mot France. La France est en dormition, mais elle n'est pas morte. J'ai terminé mon livre comme je termine cette conférence. Depuis les croisés qui ont été désignés par l'État islamique, ce qui est un grand honneur pour la France chrétienne, parce que je suis fier des croisades. Les croisades étaient une guerre de libération et non pas une guerre de colonisation, parce que la chrétienté allait avec comme frontière le Jourdain et qu'il fallait libérer le tombeau du Christ et que les chrétiens avaient raison de considérer qu'il fallait libérer le Saint-Sépulcre. Eh bien, donc les croisés ont été attaqués et le seront probablement demain. Gesta Dei perfancos. L'œuvre de Dieu passe encore aujourd'hui par les Francs. Que vive la France éternelle que nous aimons. Merci. Monsieur de Villiers, vous avez vu le succès de votre livre. Je ne sais pas si vous l'aviez espéré, sans doute attendu même. Vous voyez aujourd'hui que vous êtes une star. Vous donnez le change. Quelle suite allez-vous donner à ce succès ? D'abord, le succès, il faut rendre à César ce qui est à César et à TV Liberté ce qui est à TV Liberté. Parce que si je n'avais pas été porté par des organes de presse comme Le Figaro Magazine, comme Valeurs Actuelles, comme TV Liberté, c'est d'ailleurs un très bon souvenir pour moi, l'interview que j'ai fait chez vous, le livre n'aurait pas connu le succès qu'il a connu. Et d'ailleurs, c'est un très bel exemple, le succès de ce livre, de la dissidence. Pourquoi la dissidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des circuits parallèles, des circuits d'information parallèles. On peut se passer des grands médias, des associations parallèles, une culture parallèle. Puis du Fou est un exemple. Des écoles parallèles, les écoles hors contrat, etc. Voilà. Il peut y avoir un parallèle de la politique avec la métapolitique, comme vous avez fait avec votre ouvrage, et on doit s'en contenter? Voilà, il faut créer partout des petits isolats de résistance qui permettent de regrouper des Français réfractaires et qui pratiquent, apprennent et transmettent le discernement. Les gens vous attendent aujourd'hui et vous êtes un politique, même si la politique vous a dégoûté. Est-ce que vous allez le transformer? Mais j'ai pas envie, voilà. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des circonstances aujourd'hui imprévisibles, voilà. Mais je suis pas en train de dire s'il y avait des circonstances, il en brûle d'envie. J'ai pas envie. C'est un milieu qui me, comme je l'explique dans mon livre, qui m'a traumatisé. Et alors il y aurait un homme providentiel selon vous qui pourrait faire surface avant 2017? Non, mais c'est pas à moi d'en parler. Non, mais il n'y a pas. Je sais pas. Moi, je m'intéresse aux idées salvatrices qui peuvent sauver le pays. Bon, on n'est pas encore en 2017. On verra bien comment les choses se présentent. Ce que je pense, c'est qu'il y aura un chaos. Et que de ce chaos naîtra une génération, et que de cette génération naîtra probablement un homme ou une femme. Ils sont peut-être déjà là, sans qu'on les voit très bien pour l'instant.